Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est dans notre série de vidéos sur le Mitsubishi Outlander PHEV et aujourd'hui on parle spécification et mon appréciation de l'essai routier. Je vous le dis tout de suite, c'est la première année, nous, en Amérique du Nord, qu'on l'a, ce modèle-là. Je le sais qu'ailleurs en Europe, vous l'avez depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, je vous invite à me donner vos commentaires dans la section, dites-moi ce que vous en pensez. Vous l'avez essayé, ça fait peut-être une couple d'années que vous l'avez. Eh bien, dites-nous comment vous appréciez ce véhicule-là ou encore peut-être ce que vous aimez moins de celui-ci directement dans la section ci-dessous. On commence tout de suite avec les motorisations. Eh bien, c'est un 2 litres Mitsubishi, un fameux MIVEC, DOHC 16 valves, 4 cylindres. Bien entendu, c'est une petite motorisation qui génère à peine 117 chevaux à 4500 tours minute et c'est 137 livres de couple à aussi 4500 tours minute. On va pouvoir utiliser de l'essence régulière. Du côté des transmissions, eh bien, c'est un peu particulier parce qu'on va utiliser un boîtier de transfert à réduction qu'on appelle en avant qui peut alterner entre la motorisation électrique et bien entendu se connecter à la motorisation régulière. Et à l'arrière, c'est juste un boîtier de réduction fixe. C'est pas comme une CVT, c'est pas une transmission automatique, c'est comme un direct drive si on veut. Capacité de remorquage, 1500 livres, mais là, je vous le dis tout de suite, organisez-vous pas pour tomber dans une grosse côte bien à pic avec un manque de traction puis une grosse remorque en arrière vraiment à 1500 livres parce que vous allez peut-être trouver le temps long, mais ça, on s'en reparle plus tard dans une autre vidéo qui s'intitule le test diagonal et le test hors route. Comme motorisation électrique, eh bien, c'est deux moteurs asynchrones permanents qu'on va retrouver. Le premier moteur va être tout simplement à gauche de la motorisation à essence et va donner une puissance de 60 kW. C'est plus petit, plus léger, plus puissant que le moteur électrique qu'on trouvait dans le fameux e-MIEV. On va avoir aussi un générateur qui va être monté à celui-ci, qui va convertir la puissance mécanique en électricité, puis qui va pouvoir continuer toujours à alimenter la batterie aussi, alors que le Power Drive Unit, le PDU, aide aussi à convertir la puissance électrique et l'envoie directement à la motorisation principale. Donc 80 HP et 101 livres de coupe pour celui-ci. Le moteur à l'arrière, lui, c'est 60 kWh aussi, directement monté à l'arrière, tout juste au-dessus du cargo. Bien entendu, l'unité de transmission de puissance est quand même assez intelligente parce qu'il faut que ça vire en même temps, en avant et en arrière, là. Il n'y a pas vraiment de drive shaft, comme on dit, ou encore d'arbre de transfert entre les deux pour s'assurer qu'on donne la même puissance. Donc, tout ça est contrôlé électroniquement. Et à l'arrière, le moteur, c'est 80 forces, mais c'est 144 livres de couple, donc un petit peu plus puissant, étant donné qu'il ne peut pas avoir d'assistance du côté de la motorisation à essence. La batterie, quant à elle, haute capacité, 12 kWh, lithium-ion, 80 cellules configurées en série pour donner un voltage total de 300 volts. La batterie est résistante à la poussière, résistante aussi à l'eau. En arrière, tout simplement, du banc passager, c'est là qu'elle va se situer entre le sous-plancher et entre l'axe en avant et en arrière. Donc, une belle position pour donner un centre de gravité quand même assez intéressant. Une autonomie qu'on dit de 60 km. Mais là, je ne veux pas vous décevoir. En réel, on parle de 35 à 40 km en été et 499 km au total combiné qu'on dit qu'on est capable de faire. Et là, si vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer l'hiver avec ça, je vous le dis tout de suite, ça va s'abaisser. Même lorsqu'on dit 60 km dans le livre du propriétaire pour Mitsubishi, c'est vraiment avec la régénération de freinage au maximum. On va recommander aussi d'utiliser des températures régulières, puis parlez pas de remorquage là, quand on veut vraiment faire ce kilométrage-là. Et ce qui me surprend, 60, c'est énorme. Et l'autre chose aussi qui me surprend, c'est qu'on dit qu'en hiver, on peut, lorsqu'il va faire très froid, ne plus sentir la régénération au niveau du freinage avec les palettes. Et on dit même que s'il fait très froid, le véhicule pourrait ne pas démarrer. Pour l'hiver, bien entendu, je vous recommande de le laisser brancher. On va avoir aussi des éléments pour réchauffer la batterie pour assurer un fonctionnement nominal. Parlons de charge, eh bien, il y a trois méthodes différentes. Bien entendu, au travers un 120 bien standard. Il y a un sélecteur 8 ampères ou 12 ampères qui nous a été fourni sur celui-là de Mitsubishi. Du côté du temps de charge, donc 8 ampères, on parle de 13 heures environ, et 12 ampères, on parle de 8 heures. Là, à partir de là, le choix que vous faites, ben, c'est uniquement pour vous. Si jamais vous avez aussi dans votre région des tarifs variables selon la consommation, bien, tout simplement, vous adaptez à ce niveau-là. Si vous avez une borne de 240, 16 ampères, on parle de 3,5 heures pour le chargement. J'ai plus eu presque du 4 heures de mon côté, cependant.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que standard vient le fameux chargeur rapide, le CHAdeMO. 80% de la batterie qui se recharge en 25 minutes, c'est quand même pas si pire. J'ai pas d'indicatif à l'extérieur, j'ai pas d'indicatif non plus directement dans mon port de charge pour me dire est-ce que tout va bien, est-ce qu'on est en charge. C'est uniquement dans le tableau de bord du véhicule. Il y a quelques applications qui sont disponibles, mais je m'en ai pas servi pour ma semaine. Du côté traction intégrale, eh bien, on a le Super All-Wheel Control de Mitsubishi. C'est un dérivé de ce qu'on retrouve sur le Lancer Evolution. C'est spécifiquement pour le Outlander PHEV qu'on a développé et adapté ce système-là. Bien entendu, avec la configuration double moteur, on veut avoir la performance maximum de l'efficience et avoir de la sécurité tout en maintenant une bonne traction. Et là, je vous lis ce qui est marqué textuellement sur les sites de presse de Mitsubishi, mais je vous invite à mettre quelques petits guillemets là-dessus cependant. On utilise un système intégré qui veut donner une puissance assez incroyable et un excellent contrôle. Sur la route, sur surface de gravier, sur surface enneigée, je suis d'accord. Mais quand on va commencer à en demander un petit peu plus que la norme, vous allez voir, ça réagit un peu bizarrement. Mais ça, c'est dans une autre vidéo. Je vous rappelle aussi qu'on utilise les systèmes ABS. On va utiliser tout ce qui va être la stabilité. On va utiliser aussi un système qui va sentir un peu les lacets au niveau du véhicule pour avoir le meilleur potentiel au niveau de la traction intégrale. On a quand même un bouton aussi qui permet de verrouiller celle-ci, mais là, je vous donne un cours ultra rapide. Ce bouton-là verrouille la puissance entre l'avant et l'arrière. Élimine complètement le délai, mais ça ne verrouille pas de gauche à droite. On a des différentiels qui sont complètement ouverts. Donc, c'est juste pour simuler un verrouillage de différentiel central. Un peu une meilleure traction, une meilleure stabilité aussi, mais on s'en sert surtout lorsqu'on a des situations très glissantes ou encore que vous êtes pris littéralement dans un banc de neige. Ce qui m'étonne un peu aussi, c'est que du côté de Mitsubishi, on dit qu'on a vraiment testé toutes ces solutions-là dans des courses, le fameux Pike Peak international, la montée en 2014, et on a quand même récolté la première place et la deuxième place avec un modèle électrique prototype, une petite EMIEV. Et en plus, on a quand même construit un Outlander PHEV pour le rallye de Porto Alegre, le fameux Baja 500. C'est quand même intéressant de voir ce qu'on était capable de faire avec ce véhicule-là. On a quand même été très compétitif. Donc, sur nos tests diagonaux, sur la neige, c'est correct. Sur un sable vraiment fin, une surface plate, pas de problème. Mais lorsqu'on va commencer à en demander vraiment dans une pente intense, préparez-vous, vous allez peut-être être un petit peu déçus. Et si jamais vous pensez que fermer le contrôle de traction aussi, c'est une bonne idée, je vous le dis tout de suite, préparez-vous, j'espère qu'il n'y a personne en arrière de vos pneus parce qu'une motorisation électrique, quand ça décolle en tabarouette. Parlons du comportement routier, eh bien, on a 3 modes différents. Le premier mode, c'est un mode purement électrique. Le véhicule vraiment va utiliser toutes ses capacités éco-environnementales, 100% électrique, zéro émission. Bien entendu, dès que vous vous promenez à chaque jour, donc le travail, le trafic, au bureau, à la maison, ainsi de suite, les petits déplacements en dessous de 40 km, ça va faire amplement le travail là-dessus. J'ai été capable de me recharger à chaque jour, puis j'aurais pu dépenser 0 goutte d'essence au grand complet durant la semaine, excepté quand je commence à monter vers chez moi, vraiment là, dans les montagnes, je dois vous dire que je dois faire un petit peu attention à ma conduite pour qu'elle soit le plus éco possible. On a un autre mode qui s'appelle série hybride. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va travailler en combo quand l'énergie restante dans la batterie est quand même assez basse et qu'on a besoin d'une soudaine accélération. Et là, les 2 moteurs électriques vont demander de la puissance à la batterie, mais on va aussi utiliser la motorisation à essence comme un générateur, si on veut, pour charger la batterie et donner en masse de puissance aux motorisations électriques. Et le dernier mode, eh bien, c'est un mode parallèle hybride. La motorisation à essence va donner de la traction aux roues avant. Et je vous avais parlé tantôt du boîtier de transfert à l'avant qui va utiliser donc la puissance de cette motorisation à essence-là. Les 2 moteurs électriques, eux, à l'avant comme à l'arrière, vont attendre de donner de la puissance tant aussi longtemps qui ne seront pas dans une côte ou encore qu'une accélération nécessaire. Et on va donner tout l'excès d'énergie directement dans la fameuse batterie. Donc, c'est quand même 3 modes intelligents. Il faut dire que le mode parallèle hybride, eh bien, c'est celui qui va être le plus utilisé, surtout lorsqu'on va conduire sur une bonne distance ou encore à haute vitesse sur l'autoroute. Il y a quand même un bouton éco aussi que vous pouvez utiliser. Dès que vous l'enfoncez, ça réduit un peu l'utilisation de l'essence, l'utilisation de l'électricité. Ça réduit un peu la réactivité aussi de la pédale. Ça va aussi donc changer la climatisation à l'intérieur du véhicule. On va réduire la puissance de celle-ci. Le bouton Charge, quant à lui, c'est comme un peu une recharge. Disons que vous roulez sur l'autoroute vraiment. C'est pas là que l'électricité est la plus efficiente. Vous roulez à haute vitesse. Ça se vide assez rapidement. Donc, le bouton Charge, lui, va pouvoir accumuler.
Il y a un autre bouton aussi qui s'appelle Save. Donc, quant à lui, c'est pour tout simplement sauver l'énergie que vous avez à l'intérieur de votre batterie, la conserver pour l'utiliser un petit peu plus tard. Et là, parlons du comportement routier pur et simple. Eh bien, l'accélération, c'est plus rapide qu'un Outlander régulier 4 cylindres, mais c'est quand même plus lent que le V6. Si jamais vous voulez le comparer à un autre hybride sur le marché qui est similaire, le fameux RAV4, eh bien, le RAV4 est plus rapide. On parle de 4333 livres et environ 565 livres de plus qu'un Outlander V6 à traction intégrale. On sent parfois aussi lorsqu'on va être en virage, en accélération, un peu les moteurs travailler. On va sentir des petites pulsations. Il faut dire aussi quand on a un embrayage de la motorisation à essence pour donner de la puissance, eh bien, on le sent aussi de ce côté-là. Du côté du freinage, vous avez des palettes de changement, des palettes régénératives directement ici au volant. On a 6 modes différents si vous comptez le mode 0. Donc, en mode 5 aussi, les lumières de frein vont s'allumer dès que vous allez relâcher l'accélérateur. Et vous allez voir, ça fait un bon mouvement de nez au niveau de la suspension. On va maximiser donc la régénération d'énergie pour aller la déposer directement dans les batteries. Mais je vous dis tout de suite, ça se promène. Du côté du freinage, pur et simple, mécanique comme on appelle, on a des freins de 11,6 pouces à l'avant avec des étriers double piston et à l'arrière, 11,9 pouces, un disque qui est solide. Du côté de la suspension, eh bien, je vous le dis encore une fois, il y a quand même des mouvements de celle-ci. On le sent beaucoup en accélération, on le sent au freinage et en plus, c'est accentué. Regardez mon banc, là. Il y a comme un genre de mouvement de chaise de grand-papa. Puis ça, là, en accélération ou en freinage, c'est assez pour être tannant, ce petit mouvement-là. Du côté de passager, on l'a aussi, mais c'est quand même moins pire pour celui-là. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand on s'est promené un petit peu en hors-sentier, il y a quand même des bons bruits de suspension. Quand on pogne des trous aussi, il faut dire qu'on a renforcé la suspension pour que ce soit capable de supporter le véhicule un peu plus lourd de la configuration qu'on a avec un modèle hybride comme ça. Du côté de la direction, eh bien, c'est une direction électrique assistée. Bien adapté, on a quand même un bon feeling naturel sur celui-ci. Confort général, je vous ai parlé de mon banc, ça c'est difficilement croyable. Le chauffage à l'intérieur, ça gosse aussi. J'ai toujours de la misère à avoir un 21-21, là, un 21 confort qu'on a à l'intérieur du véhicule. Le chauffe-volant aussi, il ne chauffe pas tout à fait partout. Ça manque un petit peu de raffinement ici et là. J'ai quelques bruits de craquement aussi des fois qu'on entend. Dites-vous que le Outlander, il n'est pas nécessairement nouveau. Ça fait un bon bout de temps qu'on l'a dans le décor. Et on a hâte tout simplement à la nouvelle mouture qui s'en vient très bientôt, donc peut-être l'année prochaine. Du côté sécurité, eh bien, une tonne de stock. On parle des avertisseurs d'angle mort, on va parler de l'alerte de trafic transversal, des avertisseurs de collision, un avertisseur aussi de dépassement de voie. On a les phares automatiques haute base et on va avoir un régulateur de vitesse adaptatif qui, ma foi, garde une distance complètement incroyable. Même que quand je le mets là, vraiment à la distance la plus rapprochée, là, je suis à des années-lumière du véhicule en avant de moi. Et ça, parfois, ça en arrache quelques-uns en arrière de moi, surtout à des vitesses d'autoroute. On a une caméra de recul, on a une caméra aussi 360, ça c'est très bien pour faire des stationnements. Il faut dire aussi que le système de collision est quand même assez sensible. Il m'est arrivé quelques fois qu'il m'avertissait pour absolument rien, puis c'est un véhicule qui était tout simplement dans l'autre voie. Parlons de la consommation maintenant. Si jamais vous combinez donc l'électrique, vous combinez l'essence, on parle d'environ 3 litres en ville et 3,4 litres sur l'autoroute. Lorsqu'on parle vraiment purement d'essence, on parle de 9,4 litres en ville et 9 litres au 100 sur l'autoroute. Je vous le dis tout de suite, ça consomme quand même pour une petite motorisation comme ça, pas trop forte. Ce qu'on a été capable de réaliser, c'est 8,6 litres, qui selon moi est relativement élevé. Mais je vous dirais que dès que je me branche, je peux rouler allègrement, uniquement en mode purement électrique. Puis je suis capable de tourner autour de 40 km, mais sans été. Si vous réalisez 60, section commentaires ci-dessous, dites-moi comment vous avez été capable de faire, parce que pour moi, c'était difficile. Le réservoir d'essence est aussi quand même petit, on parle de 43 litres tout simplement. Et bien voilà, ça fait le tour des spécifications et de l'essai routier du Outlander PHEV. Je vous le dis tout de suite, je vais faire une autre vidéo spéciale pour parler uniquement de la traction intégrale. Je ne pensais pas me rendre là, surtout pas en français, mais étant donné les résultats qu'on a eus, eh bien préparez-vous, ça va être un rendez-vous. Autrement, les pour, les contre s'en viennent. Les accélérations, les 0-100, c'est sur Car Question. Puis moi, mon véhicule vient de partir. Mode EV désactivé, la batterie est faible, on est prêt à rouler. Sur ce, Matt vous dit à la prochaine fois à une autre vidéo de questions auto. Pouce en l'air, vous abonner et bien entendu, section commentaires. À plus!